J'ai crevé et en vrai, je m'en suis même pas rendu compte. Bienvenue dans l'épisode 3 consacré à ma série de vidéos de voyage au Ladakh. Et aujourd'hui, donc, on va développer la suite du jour 3, la journée 4 et la journée 5. Donc les guides, ce qu'ils vont faire, ils vont récupérer la roue avant de la moto accidentée la veille que vous avez vue dans l'épisode 2, avec celle, celle crevée par moi-même. C'est la groupe USA. Le combat, il a un t-shirt et USA. Ça prend un peu de temps, le soleil commence à se coucher, il commence à faire un peu sombre. Quand on termine de changer la roue, il fait déjà complètement nuit. On rentre tout doucement à Alais, il est déjà très tard, tout le monde est un peu fatigué par la journée. On rejoint notre hôtel pour 2 nuits à Alais. C'est l'hôtel en fait de l'agence de voyage, qui est vraiment top, très calme, chaleureux. Moi je veux pas. Il y a soda ou pas? Soda water. Des chéris. Alors sur WhatsApp, il y a des photos. Ah ouais, 31. On s'y sentait vraiment bien et puis la bouffe était vraiment excellente. Par contre, il faudra des verres. Et c'est bon ça, hein les légumes, tout ça. Il n'y a pas d'épaule. Non. Nouvelle journée commence, le 4e. On va pas faire beaucoup de route aujourd'hui, on va plutôt explorer les alentours de Leh. Donc Leh, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la capitale du territoire du Ladakh. On y trouve un aéroport, c'est donc le point d'entrée le plus facile du Ladakh. La ville est située à 3500 mètres d'altitude et si vous voulez faire du tourisme au Ladakh, vous pouvez trouver tout ce qu'il vous faut depuis Leh. On se rend vite à la première destination qui est le monastère Tikse, qu'on appelle là-bas le Tikse Gompa, et qui est une école Gelugpa. Donc en fait, il y a plusieurs écoles bouddhistes au sein même de la ville et de la région du Ladakh. Il y a plusieurs manières en fait d'éduquer les jeunes moines et donc c'est une école de la branche Gelugpa. Je m'étais déjà fait la remarque quand j'étais allé au Népal en 2023, dans la religion bouddhiste et surtout dans le bouddhisme tibétain, c'est quand même très coloré comparé à d'autres et c'est assez plaisant à voir. Une atmosphère vraiment agréable quand on marche dans les différents lieux cultes de ce bouddhisme-là. Et les petits points de vue, mamma mia. On va ensuite visiter un autre monastère, celui d'Emis d'une autre école, Drukpa,
encore différent de celle qu'on a visitée juste avant. Cette école, c'est le plus grand et le plus riche monastère du Ladakh. Elle a été fondée en 1630 et à l'intérieur de ce monastère, il y a d'ailleurs un musée avec tout un tas de statues petites et grandes de la religion bouddhiste ainsi que d'autres œuvres plus ou moins anciennes. Sur les images qui vont suivre, je vais profiter pour vous dire que pendant cette journée, mon oncle a préféré ne pas venir pour se reposer et préparer son retour, qui était programmé le lendemain. Il a réussi avec son assurance à avoir un billet de retour. Mais le problème, c'est qu'on n'avait toujours pas de nouvelles concernant les fameuses valises, alors qu'on était allé. En revenant donc des monastères, on récupère mon oncle pour visiter d'autres lieux importants de Leh, en commençant par le palais de Leh, qu'on appelle ici le Lechen Palkar. Il était construit dans la première partie du XVIIe siècle et il a servi comme demeure principale des rois du Ladakh pendant plusieurs siècles. Le palais est plutôt joli, mais c'est surtout sa hauteur qui impose avec ses 9 étages et depuis là-haut on peut voir toute la ville. À chaque fois, je refais un truc, j'ai entendu un truc. Et le lieu qu'on va voir juste après, le Tsemo Maitreya Temple, le surplombe. Construit en 1430, ce monastère de l'école Gelugpa abrite une importante statue d'un Bouddha. J'ai beaucoup aimé ce petit balcon abrité de bois. Et la vue ici était encore meilleure qu'au palais. On redescend ensuite pour aller visiter le dernier lieu de la journée. Mais avant ça, voilà en 2 images la signification du mariage. Le Shanti Stupa, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est une construction beaucoup plus récente puisque cette stupa fut érigée en fait dans les années 1980 par une organisation bouddhiste japonaise nommée The Japanese for World Peace, puis inaugurée par le Dalai Lama en 1985. Son but en fait est clairement de promouvoir la paix dans le monde et de commémorer 2500 ans de bouddhisme. J'ai reçu le billet là. Ah bah c'est bon, business. Donc je vais passer mon radio pour tout le monde pour rentrer en business. T'es obligé. C'était obligé, je t'avais dit. Ouais, mais c'est obligé parce que c'est plus facile après. C'est plus facile à rentrer. Et vous faites pareil sur moi. Et voilà Pascal qui a pris des couleurs depuis qu'on est arrivé. Très jolie hein, cette stupa. J'ai eu l'occasion d'en visiter pas mal au Népal et au Sri Lanka. Et stupa d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire? Il s'agit en fait d'un ouvrage plein, non creux. Et en fait, la plupart du temps, il contient des reliques qui s'y trouvent donc scellées. Personne ne peut les extraire sans complètement détruire l'édifice. Il y a aussi des stupas qui sont connus pour abriter, entre autres, des objets ayant appartenu au Bouddha. Après avoir vu tout ça, on avait quand même une mission de la plus haute importance. En fait, l'assurance de mon oncle avait envoyé le billet de retour pour le rapatriement, mais il voulait quand même avoir un document qui puisse prouver que mon oncle pouvait bien voyager en avion, et notamment à une altitude importante avec son plâtre. On a dû se rendre à l'hôpital de Leh en urgence pour avoir cette autorisation. En arrivant à l'hôpital, le problème c'est que le médecin qui nous a reçus, il a clairement dit qu'il n'était pas habilité à donner ce genre d'autorisation. Après plusieurs tentatives, même on a essayé de le suivre jusqu'à son bureau, on n'a pas réussi à l'avoir, mais il faut reconnaître quand même qu'il a eu la gentillesse de nous prendre rien que pour constater
l'état du bras et du plâtre. Pour vous rappeler rapidement le contexte, lorsqu'il y a eu l'accident, l'hôpital militaire nous avait dit qu'ils allaient mettre un plâtre provisoire et qu'il fallait le changer en plâtre définitif le soir même à l'hôpital de Kargil. À l'hôpital de Kargil, on nous avait dit non, c'est suffisant jusqu'à le rapatriement 2-3 jours après. Sauf qu'à Leh, ce docteur-là nous dit clairement non, ce plâtre-là n'est pas bon. Ce plâtre-là, il faut le changer parce qu'il serre trop en fait le bras. Et qu'il faut donc mettre le plâtre définitif comme l'avait conseillé l'hôpital militaire. Voilà, nous on a un petit peu chamboulé par ça parce que c'est pourquoi mon oncle avait autant mal en fait pendant ces jours-là, parce que le sang ne circulait pas assez. Donc on a immédiatement changé le plâtre avec donc cette personne-là qui s'avère être un ami de notre guide encore. Il nous met un plâtre en résine plus léger et tout de suite en fait mon oncle il se sent mieux. Il a moins la sensation de compression qu'il avait eu avant. T'as pas mal quand il enlève ? T'as mal? Now, do like this. Mais tu peux pas faire plus? Look this, look this. This trauma. Est-ce que t'arrives à faire ça? Non, je peux pas. Sinon, Quoi? parce que circulation de l'âme, je sais pas. Issues lah. Oh, Emotional jam. Feeling better? Better. Huh? Yeah. Don't lie. Yeah. Better? I'm free. Better. Yeah. I'm little pain. It will settle down. Yeah. Donc on est quand même à moitié content puisqu'on n'a toujours pas réussi à avoir le document pour l'assurance, ce qui nous pousse à encore faire une ultime tentative, mais en vain, on nous donne rien. Finalement, plus tard dans la nuit, on explique la situation à l'assurance qui nous dit bah ok, prenez l'avion comme ça et on verra ce qui se passe. Donc voilà, mon oncle qui va donc passer sa dernière nuit et la question c'est arrivé sans valise, allait-il repartir avec? La suite au prochain numéro. Jour 5, on s'apprête à dire au revoir à mon oncle. La mienne, elle était au Sénégal. Elle va arriver ici. Toi, normalement, c'est New Delhi ici. Bon, on n'est que 2 à l'accompagner parce que les autres, ils ont préféré dormir. C'est méchant ça ou pas? Non, ça va. Et ouais, je vous dis pas la tristesse que j'ai ressentie quand j'ai laissé mon oncle, parce que c'était lui au départ qui voulait quand même faire ce voyage. Il s'était préparé depuis plusieurs mois, et le voir partir comme ça, bah forcément ça m'a fait quelque chose de bizarre au fond de moi. Et j'ai pas pu retenir mes larmes à ce moment-là. Voilà, c'est bien, trop bien. Donc on a laissé mon oncle, mais on avait toujours le problème des valises, toujours pas récupérées, jusqu'à que... Ah c'est pas celle-là là? Non, c'est un sac comme ça.